On entend souvent parler de la crise du couple, de la solitude qui monte dans nos sociétés. Mais et si l'origine de tout ça remontait à la façon dont nos lointains ancêtres se transmettaient leur héritage? C'est une théorie assez audacieuse, et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. C'est parti. Alors, pour dérouler ce fil, il faut remonter très très loin. On nous dit souvent que c'est l'intelligence qui a fait de nous des humains. Mais la théorie qu'on explore aujourd'hui propose autre chose. Et si la vraie rupture, ce qui nous a vraiment séparés des autres primates, c'était notre manière de former des couples? L'idée, elle est assez provocatrice, mais elle se tient. Quand les femelles humaines ont commencé à dissimuler leur période de fertilité, eh bien ça a tout changé. Le mâle ne pouvait plus juste s'accoupler et partir, il était obligé de rester pour s'assurer d'avoir une descendance. Et c'est cette nécessité de former un couple stable pour élever les enfants qui aurait posé la toute première pierre de nos sociétés, la base de la civilisation en quelque sorte. Bon, ça, c'est la grande théorie. Mais pour voir comment ça se traduit concrètement, rien de tel qu'une comparaison. Et la source nous emmène voir deux mondes. Deux réalités complètement différentes. La Corée, une société patrilinéaire, et le Cambodge, une société matrilinéaire. Et c'est là, vraiment, que les choses deviennent fascinantes. D'un côté, on a donc la Corée, un modèle patrilinéaire. Ça veut dire quoi? Eh bien que tout passe par l'homme. La lignée du père est la chose la plus importante. La femme rejoint la famille de son mari, et les enfants, bien sûr, portent le nom du père. De l'autre côté, au Cambodge, c'est l'inverse. C'est un modèle matrilinéaire. Là, c'est la lignée de la mère qui prime. C'est souvent l'homme qui vient vivre dans la famille de la femme et les enfants peuvent prendre le nom de leur mère. Deux systèmes, deux logiques opposées. Et évidemment, cette différence fondamentale, elle a un impact direct sur l'argent, sur l'héritage. En Corée, traditionnellement, tout va du père au fils. La richesse reste dans la lignée masculine. Au Cambodge, par contre, l'héritage passe par les femmes, de mère en fille. Ce sont elles qui contrôlent la maison familiale et les biens. Et attention, parce que cette question d'héritage, c'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste. Parce que, et c'est là que la théorie devient puissante, ces deux manières d'organiser la famille et l'héritage ne vont pas seulement créer des règles économiques différentes. Elles vont carrément forger deux conceptions de la morale qui n'ont rien à voir. Surtout, et on va y venir, en ce qui concerne la sexualité. Pour illustrer ça, l'auteur raconte une conversation avec un ami cambodgien qui lui a posé une question toute simple, mais absolument fondamentale. Écoutez bien. La réponse, elle est évidente, non? Sans test ADN, la seule certitude absolue, c'est le lien entre une mère et son enfant. Pour un homme, la paternité de l'enfant de son fils est toujours une question de confiance. Et c'est ça le nœud du problème pour une société patrilinéaire. Pour que le système fonctionne, pour que l'héritage passe bien de père en fils biologique, il faut une certitude quasi absolue sur la paternité. Mais comment on obtient cette certitude? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il faut contrôler très strictement la sexualité des femmes. Et voilà comment on passe d'une question d'héritage à la naissance d'une morale sexuelle très rigide, avec tout un tas de règles et de tabous sociaux. La logique est implacable. À l'inverse, comment ça se passe dans une société matrilinéaire, où la certitude de la filiation passe par la mère? Pour nous le faire comprendre, l'auteur utilise une petite parabole. Une histoire toute simple. Alors imaginez la scène. Un singe pique une banane sur un étal. Spontanément, dans une logique où la propriété est centrale et doit être défendue, quelle serait la réaction? Probablement de parler de vol, de violence et de la nécessité de punir, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse cambodgienne rapportée est très différente. C'est la capacité du singe. Autrement dit, le singe a été assez malin pour prendre la banane. Point. Cette réponse montre une morale beaucoup plus souple, où les concepts de propriété stricte et de punition ne sont pas aussi centraux. On touche vraiment du doigt la différence de logiciel mental. Alors, si on résume, on a deux modèles. Le modèle patrilinéaire, qu'on retrouve en Corée, au Japon ou en Chine, qui semble générer un rythme de vie plus rapide, une morale sexuelle stricte, mais aussi un développement économique plus intense. Et de l'autre, le modèle matrilinéaire, comme au Cambodge ou en Thaïlande, qui semble associer un mode de vie plus détendu, des normes sexuelles plus libres, une morale plus flexible et un développement économique peut-être plus lent. Deux mondes. Bon, c'est bien beau de parler de société traditionnelle, mais en quoi ça nous concerne aujourd'hui? Eh bien, c'est là que l'analyse bascule sur notre époque. L'auteur avance que le modèle patrilinéaire, qui est devenu dominant dans une grande partie du monde, est en train de se fissurer de partout. Il est en pleine crise. Pourquoi en crise? Parce que son pilier central, le mariage traditionnel, ne fonctionne plus. À l'origine, le mariage était avant tout un contrat économique conçu pour transmettre un héritage de façon sûre. Mais aujourd'hui, les attentes ont changé. On cherche l'épanouissement émotionnel, sexuel, et ce vieux contrat n'est plus adapté. Résultat, de moins en moins de gens se marient, et tout le système qui régulait la sexualité via le mariage perd sa raison d'être. Et les conséquences, selon l'analyse, ne sont pas juste des problèmes individuels.
On parle d'une augmentation de la solitude, de l'isolement social, notamment chez les jeunes hommes qui se retirent du jeu de la séduction. Et la source va plus loin, en suggérant qu'une frustration sexuelle généralisée pourrait même se transformer en agressivité, en hostilité sociale. Bref, on a facteur d'instabilité pour toute la société. Alors, face à ce constat d'un système à l'agonie, que faire? C'est ici que l'auteur avance sa proposition la plus, disons, explosive. Une idée qui remet en question le rôle même de l'État. L'argument est le suivant. Si le mariage, qui est une institution privée, n'arrive plus à gérer la sexualité humaine et à canaliser ses énergies, alors c'est à l'État de prendre le relais. L'idée est de ne plus voir l'épanouissement sexuel comme une simple affaire privée, mais comme un enjeu de bien-être public, une sorte de nouveau service social. Concrètement, ça ressemblerait à quoi? Le plan proposé se déroule en 2 temps. Première étape, légaliser complètement la prostitution pour en faire une profession reconnue, protégée par l'État, et qui ne soit plus synonyme d'exploitation. Deuxième étape, et c'est encore plus radical, mettre en place un système d'aide sociale sexuelle. L'État pourrait par exemple fournir des aides financières via un système de coupons pour les personnes qui n'ont pas accès à une vie sexuelle. L'objectif affiché, réduire la violence sociale et augmenter le bien-être général en affirmant que ça coûterait moins cher que de soigner les troubles mentaux liés à la frustration. Tout ce raisonnement repose sur une idée forte, bien résumée par cette phrase « Le mariage traditionnel, à la base, c'était un contrat économique pour l'héritage. Son but n'a jamais été de garantir le bonheur sexuel. » En partant de là, l'idée de déconnecter les deux devient, pour l'auteur, logique. Au final, qu'on soit d'accord ou non avec ces conclusions radicales, l'analyse nous laisse face à une question vertigineuse. La sexualité et les relations humaines sont-elles une sphère purement privée qui ne regarde que les individus, ou bien face aux crises que l'on traverse, l'État a-t-il un rôle, une responsabilité à jouer? La question est posée et elle nous force à repenser les frontières entre ce qui est personnel, ce qui est social et ce qui est politique.